Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Coach Pro nous le dira. Je suis Alison, la chargée de partenariat pour la junior entreprise TSMC. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Isabelle Breil. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissons Nicolas nous présenter votre association. Coach Pro est une association créée il y a 20 ans sur Toulouse. Aujourd'hui, elle est répartie sur l'Occitanie, comptant plus de 250 adhérents. L'objectif de l'association est de promouvoir le métier de coach professionnel et de partager et transmettre des notions de développement personnel utiles à tous. Les actions menées sont les suivantes. Nous organisons des formations certifiantes pour professionnaliser nos adhérents. Nous mettons en place des groupes d'intervision pour que nos adhérents se retrouvent et puissent échanger sur leurs pratiques entre pairs. Un annuaire des coachs professionnels adhérents est disponible sur notre site internet. Nous faisons du coaching solidaire au profit de personnes en situation d'insertion professionnelle et de certains étudiants en partenariat avec des écoles supérieures. Enfin, nous organisons très régulièrement des ateliers, des conférences, des webinaires, des petits déjeuners et des apéros afin de s'enrichir de nouveaux outils, de nouvelles techniques et de se rencontrer dans des cadres conviviaux. Ces derniers événements sont accessibles à tous. Nous serions donc ravis de vous retrouver lors de ces événements pour vous faire découvrir notre association. Alors, Isabelle, tu es maman, tu as 48 ans et tu expliques ta reconversion de coach par ton expérience. En effet, tu as fait 25 ans en tant que salarié et tu as côtoyé de très près le mal-être et la souffrance au travail. Moi, je pense que c'est un sujet des plus intéressants et que plusieurs personnes vont s'identifier. Donc, ma première question, sans surprise, c'est qu'est-ce que, par ton histoire, souffrance et mal-être au travail? Comment tu le décris et l'expliques? C'est un peu compliqué pour eux de bien vivre au travail. Donc moi, personnellement, je l'ai vécu. Donc moi, j'ai jamais été carriériste, mais j'ai toujours voulu m'épanouir dans le travail, dans le sens où j'ai besoin d'être impliquée, d'avoir du sens, en tout cas de me sentir utile, etc. Et une fois, je suis tombée sur une chef qui m'appréciait pas vraiment. Et du coup, ça a été très dur parce qu'en fait, j'ai réalisé après que je faisais tout pour lui plaire, en fait. Et j'en faisais des tonnes pour essayer d'être appréciée. Et en fait, c'était là mon erreur parce que je ne savais pas lui dire non, je ne savais pas mettre des limites. Et donc, j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais laissé me traiter comme ça et qu'en fait, j'avais une part de responsabilité. Donc, souvent en entreprise, on attend tout de l'employeur. Et c'est là où je me suis dit, ben, en fait, non, le salarié a aussi une responsabilité, au moins de son bien-être au travail. Et donc, c'est là où j'ai commencé à avoir le coaching parce que j'avais déjà fait des thérapies, mais je me disais, bon, une fois qu'on sait pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a chacun en nous un potentiel qui est vraiment caché par notre éducation, par l'entourage, par l'école, etc. Dans la société où on va toujours pointer ce qui ne va pas, on ne met jamais en avant ce qui va bien. Et à l'école, c'est l'exemple concret vraiment. Et du coup, je trouve ça dommage parce que petit à petit, on est toujours on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on va toujours chercher ailleurs pour être mieux, pour être parfait, etc. Mais ça, c'est une quête qui est sans fin, qui est épuisante et qui sert à rien. Donc, il vaut mieux se dire qui je suis vraiment et qu'est-ce que je peux mettre en place pour être mieux dans ma vie. Très bien. Et ben, je pense que ce que tu as dit, toi, tu l'as vécu dans le monde du travail, mais on peut le vivre, comme tu l'as dit, à l'école Bien ou à sûr. l'université, un peu partout, en fait, dès qu'il y a d'autres personnes et qu'il y a des relations qui se créent. Du coup, j'aimerais qu'on parle de les personnes que tu accompagnes, parce que ce sont souvent des femmes. Ma question, c'est est-ce que c'est un choix ou est-ce que tu penses que ce n'est pas un choix, en fait? C'est pas toi qui as décidé, par exemple, de viser telle personne, c'est juste comme ça un trait de la société qui fait que plusieurs femmes sont les premières victimes de tout ce qui est souffrance au travail. Non, j'ai pas choisi au départ. Alors, je pense que par rapport à tous les stages que j'ai fait en développement personnel, etc., il y a beaucoup plus de femmes. Alors, je vais expliquer des choses, mais juste par mon point de vue, parce que c'est pas du tout vérifié scientifiquement. Mais je trouve que les femmes se posent beaucoup plus de questions, peut-être beaucoup trop, certainement. Et souvent, les hommes, ils vont avoir tendance à tester des choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Alors que la femme, avant d'essayer quelque chose, elle va se poser 10 000 questions et elle va se dire, là, je suis pas légitime, là, j'ai pas les compétences, et l'autre, elle est mieux que moi, etc. Et du coup, tout ça, ça freine pour se lancer. Oui. Et moi, j'aimerais rebondir sur le fait qu'il y a des étudiants maintenant qui rentrent dans ça. Mais avant, j'aimerais que tu nous précises, pour qu'on ne se perde pas, ce qu'est la charge mentale, parce que c'est un peu le fléau du coup du travail. Et avant de rentrer un peu plus en profondeur, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur la charge mentale concrètement? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour moi, la charge mentale, c'est tout ce qu'on a en tête. Mhm. Et du coup, c'est tout ce qu'on garde. Donc, pour moi,
En fait, effectivement, les jeunes en parlent de plus en plus et pour moi, la clé, c'est vraiment, en fait, et que ce soit professionnel ou personnel. En fait, on passe notre temps à vouloir changer les situations ou à changer les autres. Et ça non plus, on ne peut pas le faire. Donc, en fait, les seules choses sur lesquelles on a le pouvoir, c'est nos pensées et c'est nos émotions. Enfin, en tout cas, on n'a même pas le pouvoir sur nos émotions quand elles arrivent, mais comment on les interprète et comment on réagit. Donc, en fait, la charge mentale, c'est tout ce qu'on a dans la tête et tout ce qu'on doit régler. Donc, pour l'alléger, déjà, c'est se dire, ben, est-ce que tout est de ma responsabilité? Parce que souvent, on prend des problèmes où on essaye par exemple, d'aider une copine qui va pas bien, mais est-ce qu'elle nous a demandé de l'aider? On peut être là, son écoute, mais pas jouer le rôle sauveur pour aller l'aider parce qu'elle nous a pas demandé. Il y a des choses donc, qui sont pas sous notre responsabilité, donc on a besoin de se sentir utile et d'avoir un rôle, donc on se rajoute plein de responsabilités. Il y a plein de gens qui râlent d'avoir trop de missions à faire. Par exemple, en entreprise, ils n'arrêtent pas de râler parce qu'ils ont trop de travail, mais quelque part, ils sont contents de ça parce que ça leur donne un rôle et ils ont l'impression d'exister en faisant beaucoup de choses. Donc là, on est dans une société où on est beaucoup dans le faire, faire, faire. Et donc, quand on ne fait pas, on a l'impression qu'on n'a pas de rôle et qu'on ne C'est sert à un rien. peu placer sa productivité comme sa valeur. Exactement. Et souvent, en France, c'est le problème aussi, hein, pas qu'en France, mais on a l'impression que notre métier, c'est notre identité. Et c'est ça qui fait mal parce que souvent, on se dit, ben, si je perds mon boulot, je ne suis plus rien. Alors que non, on n'est pas qu'un métier. On exerce un métier, mais on n'est pas notre métier. Et toi qui es maman et qui travaille avec un large public, est-ce que tu as remarqué ça chez les jeunes aussi? Le fait que maintenant plusieurs jeunes sont noyés dans l'anxiété, que ça soit quand ils arrivent à l'université, ou moi je sais combien de fois j'ai entendu, ah je sais pas si j'aurai mon master. Vraiment c'est cette année où j'ai découvert que le master c'est une peur. Est-ce que toi aussi tu rencontres en fait que cette anxiété se propage maintenant de plus en plus chez les jeunes? Donc effectivement, je trouve qu'on on a beaucoup d'anxiété aujourd'hui dans le monde du travail et chez les jeunes. Mhm. Et en fait, cette anxiété, c'est la peur de l'avenir. En fait, on nous a toujours élevés dans il faut contrôler les choses, il faut les maîtriser. Donc, plus on a du contrôle et plus on a l'impression qu'on est stable. Sauf qu'on a bien vu avec la crise du Covid qu'on ne peut rien maîtriser et qu'on n'avait pas l'impression que ça allait arriver. Donc, il y a le Covid, il y a eu la guerre, il y a l'inflation, il y a le climat, la planète. Et du coup, tout ça, c'est hyper anxiogène. Donc, on a peur de l'avenir. Et plus on a peur, et moins on fait d'action. Et moins on fait d'action, et moins on a confiance en soi, etc. Donc, c'est une spirale infernale. Mhm. Donc, à chaque fois sur l'anxiété, pour travailler l'anxiété, en tout cas, c'est se dire, mais en fait, l'anxiété, c'est la peur de l'avenir. Et on se fait tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables pour dire, au moins, si je me prépare à tout, je saurai faire face. Sauf qu'il y a 99% des cas, ça n'arrivera pas comme ça. Donc, on a utilisé de l'énergie qui ne sert pas à grand-chose. Et on s'épuise et on a peur de tout. Donc, à chaque fois qu'on voit que le cerveau s'emballe comme ça, il faut se dire, mais OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je crains? Et revenir au présent. Et de se dire, en fait, je suis en train de gâcher mon moment présent en pensant toujours au futur, toujours après. Mhm. Du coup, toi, à travers tes coachings, tu accompagnerais ce genre de personnes à mieux aimer leur travail. Du coup, est-ce que tu as des outils? Comment se passent un peu ces rencontres entre vous? Je travaille sur la personne et sa connaissance d'elle-même. Mhm. Parce que, comme je disais, le burn-out, c'est souvent des gens très impliqués. Mais derrière cette implication, il y a un besoin de contribution dans le monde, il y a un besoin de plaire, il y a un besoin de bien faire les choses, un syndrome un peu de bon élève Mhm. dont il faut se débarrasser parce que c'est bien d'avoir une conscience professionnelle, mais pas au détriment de sa santé. Ensuite, il y a un cerveau qui carbure très vite et non-stop. Donc, il faut apprendre à l'apaiser parce que le cerveau et le mental, il nous sert à faire plein de choses, mais souvent, il nous joue des tours parce qu'il essaye de nous protéger constamment. Donc, il fait des scénarios catastrophes pour nous faire peur et nous faire prendre moins de risques. Et après, c'est vraiment les émotions. Parce que les émotions, on les passe toujours sous le tapis en se disant, mais si j'ai pas d'émotions, c'est que je suis stable, sauf que c'est pas ça. Toutes les émotions qu'on vit, agréables ou pas, elles sont là pour délivrer un message. Et donc, derrière chaque émotion, il y a un message que le corps, ou que, en tout cas, qu'on nous transmet. C'est un peu, mine de rien, redevenir humain un peu. C'est Exactement. un peu délaisser ce côté très robotique et redevenir humain. Exactement. Moi, j'aimerais creuser maintenant sur la notion du travail et notamment sur ton avis. Donc, je me suis basée sur la théorie de Douglas McGregor, qui est un psychologue américain, qui a du coup fait les paradigmes opposés, la catégorie X et Y. Donc, catégorie X, pour lui, les êtres humains n'aiment pas le travail. On doit nous forcer. Et puis, s'il n'y avait pas d'argent, on ferait pas, s'il n'y avait pas l'argent à la clé, on ne ferait pas
travail. Donc, il faut être autoritaire avec nous. Et la catégorie c'est Y, qui est que non, c'est quelque chose qui vient de nous, ça nous épanouit, ça fait notre bonheur. Et en plus du fait que le travail quand même tire son étymologie de quelque chose de souffrance, un peu, comment toi, parce que tu dis se réconcilier avec un travail, mais comment ce travail tu le perçois? Avec quelle sorte de travail on doit se réconcilier? Est-ce que c'est le travail X ou le travail Y ou toujours le travail sur la souffrance? Alors, moi avant, je m'étais jamais posé la question parce que je me disais, j'ai besoin d'un travail pour m'épanouir, etc. Mais aujourd'hui, si demain je gagne au loto, je continue à faire mon métier. Donc, Mhm. tu vois, c'est ça qui a changé. Ce qui n'est pas commun chez Ce qui plusieurs est... personnes. Non, parce que c'est vraiment, ça m'apporte quelque chose et j'ai essayé de créer mon métier avec toutes les valeurs qui sont importantes pour moi. Ça m'amène mon sens, un peu l'utilité que je peux avoir, la contribution dans le monde, le lien avec les gens. Je rencontre que des gens qui ont de belles valeurs, etc. Parce que sinon, après, on Voilà. a l'impression qu'on doit s'immiscer dans ce métier, alors que Exactement. là, comment tu me le racontes, c'est comme si ça sortait de nous. Et ça vient, moi je fais des bilans de compétences et ça vient naturellement le métier. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Je pense que nous l'avons entendu ensemble. Il y a donc une méthode pour aimer son travail, que ça vienne de nous et que même si on vous donne un billet loto, vous le refusez. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Coach Pro et notamment Isabelle. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui était très enrichissant et à bientôt pour un nouvel épisode du Coach Pro nous le dira.